La proposition de loi dite de sécurité globale a provoqué de vives réactions en France. Parmi les dispositifs les plus décriés, le désormais célèbre article 24, imaginé pour protéger l'intégrité des forces de l'ordre, mais dénoncé par beaucoup comme portant atteinte à la liberté d'informer. À la suite de plusieurs jours de débats et de contestations dans la rue, le chef de file de la majorité présidentielle a annoncé lundi sa réécriture. Force est de constater qu'aujourd'hui, le choix légistique que nous avons fait a laissé s'installer un trouble, si ce n'est même la conviction parmi la population que le droit d'informer, que le droit à l'information, que l'exercice même du contrôle légitime des actions de police était menacé. L'équilibre que nous avons recherché sur cet article 24 n'a pas été unanimement perçu, dont acte. Insuffisant pour calmer les opposants au texte qui souhaitent son retrait, pur et simple. C'est également la tonalité du côté de plusieurs experts indépendants auprès de l'ONU qui tirent la sonnette d'alarme. La simple réécriture de l'article 24 ne résoudra pas ses défauts et cette disposition n'est certainement pas la seule dans la proposition de loi qui porte atteinte aux droits de l'homme. Si le débat public s'est focalisé sur cet article 24, la proposition de loi prévoit d'autres dispositifs également mis à l'index par ce même rapport. L'article 22, autorisant l'utilisation de drones de surveillance au nom de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, permettrait une surveillance étendue, en particulier des manifestants. Cela aura de graves implications pour le droit à la vie privée, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'expression dans le pays. Des préoccupations exprimées par un collège d'experts indépendants qui travaille donc auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il y a plusieurs jours déjà, la Commission européenne avait fait part de ses réserves concernant cette loi de sécurité globale. Inquiétude exprimée aussi par des ONG et par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et c'est dans ce contexte, avec un sens du timing qui interroge, que le compte Twitter de la France à l'ONU a publié cette allocution d'Emmanuel Macron. Les circonstances exceptionnelles engendrées par la pandémie menacent par ailleurs, dans de nombreux pays, l'acquis de plus de 70 ans de combat international en faveur des droits de l'homme. La pandémie ne doit pas servir de prétexte aux restrictions de l'espace de la société civile, au recul de l'état de droit, aux atteintes à la liberté d'expression, à la détention arbitraire d'opposants. Pas sûr que le message soit bien reçu au moment même où la France est pointée du doigt par les instances internationales. Cela avait d'ailleurs déjà été le cas l'an passé lorsque la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU avait demandé des comptes au sujet des violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes. Et en dépit des récusations du porte-parole du gouvernement, voici une énième illustration de ces inquiétudes à l'étranger. Cette une du dernier numéro de Courrier international. Le président de la République y est présenté sous un aspect autoritaire avec cette légende. La presse étrangère s'inquiète du virage sécuritaire pris par Emmanuel Macron. En fait, on a vu fleurir des expérimentations un petit peu partout dans le monde, des dispositifs extrêmement intrusifs et liberticides comme la reconnaissance faciale, les détecteurs à émotions, des applications de dénonciation citoyenne. Finalement, ce mouvement de fond qui est enclenché partout sur le globe est alimenté par nos peurs. C'est-à-dire l'application, par exemple, Stop Covid, qui a été lancée par le gouvernement, en est l'exemple. C'est-à-dire que c'est une application qui vise à tracer les malades atteints par le coronavirus. Sauf qu'aujourd'hui, on nous garantit effectivement que les données seront anonymisées, que l'algorithme sera accessible à tous, que cela se fera sur la base du volontariat. Mais en réalité, rien ne nous garantit que ce dispositif, une fois qu'il aura prouvé son efficacité, ne perdurera pas dans le temps et ne sera pas utilisé à d'autres fins. Je pense que les gens, nous, en fait, le peuple, s'habitue à être fliqués en permanence. Réellement, on est dans un système, dans une vision extrêmement paranoïaque de la société qui consiste à dire que pour pouvoir éviter un attentat, il faudrait que tout le monde, l'ensemble de la population, doit être surveillé. Christian Estrosi a pour la première fois en France testé la reconnaissance faciale sur la voie publique pendant le carnaval de Nice. Alors cela peut paraître intéressant pour certains, mais en fait en enquêtant, on se rend compte que derrière la société qui a fourni ces services à la ville de Nice, il y a une entreprise israélienne qui utilise la même technologie pour surveiller les Palestiniens en Cisjordanie. Il y a certains membres ou conseillers de cette firme qui sont des anciens du Mossad ou du Malmab, qui est le service du contre-espionnage israélien.
on transforme un peu les forces de police en caméras humaines. La police aura la capacité à identifier en permanence qui fait quoi, où, qui est à tel endroit, à tel moment. Ça change totalement la nature du rapport entre le citoyen et l'État, du rapport entre le citoyen et la police. Ça va nous donner une société totalement différente. C'est un très mauvais signe pour la démocratie. En France, les députés examinent à partir d'aujourd'hui une proposition de loi sur la sécurité globale. C'est un texte qui provoque beaucoup de débats en ce moment. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, notamment, dénonce des atteintes importantes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ici. En France, oui, destiné à renforcer les pouvoirs de surveillance de la police, ce texte inquiète donc les défenseurs des libertés, alarmés en particulier par un article qui prévoit de punir sévèrement la diffusion malveillante, je cite, d'images de policiers en intervention. Sécurité ou liberté, faut-il choisir ? S'interroge le journal régional Le Télégramme. Pour l'humanité, la messe est dite, une société sage et sans images. Le journal, qui reprend ici le titre d'un documentaire sur les violences policières, dénonce un projet autoritaire et liberticide qui risque d'amener beaucoup de journalistes à renoncer à exercer leur métier pour ne pas courir le risque d'une condamnation en cas de détournement de leurs images sur les réseaux sociaux. Dans la Croix, une responsable d'Amnesty International s'inquiète de ce qu'avec cette loi, les citoyens auront de moins en moins la possibilité de filmer les policiers qui auront, eux, de plus en plus de possibilités de les filmer. Ce à quoi un syndicaliste de la police répond que seules les publications malveillantes donc de policiers seront concernées. Définissons malveillante ensuite. Information pour les journalistes, quittez les lieux avec votre carte de presse. Le soir du 17 novembre, les journalistes qui couvrent la manifestation contre la loi de sécurité globale sont pris à partie par les forces de l'ordre. La fin de la manifestation est plutôt tendue et plusieurs d'entre eux sont menacés d'interpellation. C'est le cas de Rémi Buisine du Média Brut. On t'aime interpeller, c'est un délit, on a demandé à disperser les gens. Anna Nelson, une photographe, est même placée en garde à vue, tout comme un journaliste de France 3. Clément Lano, un reporter indépendant très habitué des mouvements sociaux, est aussi contraint à partir. Donc il y a deux solutions, ou vous partez, ou je vous interpelle. D'accord, je vais m'éloigner. Voilà, je vous préviens.
il y a un policier de la Brave M qui est venu me prévenir, qui m'a dit « Monsieur, vous allez être interpellé si vous restez là ». Je lui ai dit « Je suis journaliste ». Je lui ai demandé « Mais c'est bizarre, est-ce que dans toutes les manifestations, maintenant, on doit partir dès qu'il y a des tensions ?» Il m'a dit « Oui, et maintenant, dès qu'il y a des tensions, vous devez partir, sinon vous risquez d'être interpellé ». Je ne représente aucun danger. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, c'est la loi. Du coup, vous voulez que je fasse quoi là concrètement? Vous quittez l'endroit. C'est la première fois depuis 2016 que je couvre des manifestations, qu'on m'explique quelque chose comme ça, qu'on m'explique que je dois quitter la zone, rentrer chez moi, arrêter de travailler. C'est la loi, monsieur. C'est par rapport au nouveau... Oui, c'est la loi. C'est pas celle d'aujourd'hui, hein, c'est celle d'il y a un an ou deux. C'est le nouveau schéma de maintien de l'ordre, c'est ça Oui, c'est le schéma national du maintien de l'ordre. Le schéma national du maintien de l'ordre, c'est ce texte présenté en septembre par Gérald Darmanin. Il y est prévu d'établir des canaux d'échange plus systématiques entre reporters et forces de l'ordre. Il y est aussi écrit que les journalistes n'ont plus le droit à aucun passe-droit en cas de sommation à quitter les lieux. Il importe de rappeler que le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes ou de membres d'associations. Les journalistes qui ont une carte officielle, je vous demande de la présenter et de partir. Maintenant, on a pour ordre d'interpeller. Si vous êtes dedans, on vous interpelle également. Un texte jusque-là jamais appliqué pour laisser les reporters travailler sur le terrain. Mais hier, comme si certains policiers, déjà galvanisés par cette future loi qui va les protéger, appliquaient déjà cette future interdiction de filmer. Démonstration en 3 étapes. D'abord, il y a eu des intimidations verbales. Sur ces images, on entend un drôle d'avertissement. Les journalistes qui ont une carte officielle, je vous demande de la présenter et de partir. Maintenant, on a pour ordre d'interpeller. Si vous êtes dedans, on vous interpelle également. Idem pour le journaliste Clément Lano qui filme en dehors des tensions et en étant identifiable et pourtant menace et dialogue de sourds. Non mais monsieur, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, c'est la loi. Du coup, vous voulez que je fasse quoi là concrètement? Vous quittez l'endroit. Mais c'est mon travail, vous voulez m'interpeller? Oui, monsieur, un ordre de dispersion a été ordonné. Mais on est journaliste, j'ai une carte de presse. Oui monsieur, c'est valable pour tout le monde, y compris pour les journalistes. Ensuite, deuxième étape, classique mais toujours choquant, une entrave physique. Ici, le reporter Simon Louvet, violemment dégagé par les policiers alors qu'il faisait son travail. Il avait une carte de presse, mais qu'en serait-il s'il n'en avait pas eu? Enfin, dernière étape, la neutralisation totale. Ici, c'est la photoreporter Anna Nelson qui est carrément interpellée. Que photographiait-elle? Impossible de le savoir pour l'instant puisqu'elle a été placée en garde à vue pendant une 20aine d'heures. Elle est sortie de sa garde à vue avec un rappel à l'ordre pour attroupement après sommation, qui est une autre façon de dire je fais mon travail en prenant des photos. Voilà donc des exemples comme ça, on en a bien d'autres. Par exemple, un journaliste de France 3 a aussi été interpellé et placé en garde à vue au grand désespoir de sa rédaction. Et là, vous vous dites, oui, c'est encore Mediapart, contre la police, qui milite, etc. Eh bien non, la défenseure des droits, tout récemment nommée par Emmanuel Macron, elle aussi s'inquiète. Elle avait déjà rendu un avis très critique sur cet article 24 et sur la loi sécurité globale. Eh bien, elle a récidivé hier. La défenseure des droits explique dans 11 pages très argumentées pourquoi plusieurs articles de cette loi posent problème pour la démocratie et en particulier sur l'article 24, elle estime que l'infraction prévue par cette proposition de loi n'est pas nécessaire à la protection des policiers. Elle porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression et crée des obstacles au contrôle de leur action. Elle ajoute « Les temps difficiles où le contexte ne saurait en rien justifier l'atteinte aux libertés fondamentales que porte ce texte. Difficile de la contredire. » Il y a également une convention qui existe depuis quelques années, une charte qui est rédigée par le service de communication de la police, le SICOP, charte qui doit être signée avant tout tournage avec des policiers et des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Elle régit donc les conditions dans lesquelles sont réalisés les reportages vidéo consacrés aux forces de l'ordre. Ceux, entre autres, dans lesquels on suit au plus près leurs interventions. Ces conditions, dont certaines semblent nouvelles, les reporters, les producteurs et surtout les chaînes de télé, les diffuseurs les refusent. Ils l'ont dit dans une tribune publiée samedi dernier sur le site de France TV Info. Que dit précisément cette convention et pourquoi la contester aujourd'hui? Des questions que nous allons évidemment poser à notre invité. Bonjour Élise Lucet. Bonjour. Et vous faites partie des signataires de cette tribune. Parmi eux également tous les directeurs de l'information des grands groupes de télévision, TF1, France Télévisions, M6, Arte, Altis Média qui chapeautent les chaînes BFM et les chaînes RMC. Il ne manque que
Canal+. Il y a également des producteurs comme Emmanuel Chin, Laurent Bon, Renaud Levanquim de Brut, dont on parle, qui va donner une interview du président Macron jeudi. En tout, 70 personnes ou organisations, des réalisateurs, des rédacteurs en chef, des sociétés de journalistes. Pardon d'avoir été un peu long, mais c'est pour avoir de wall picture, comme disent les Américains. C'est un collectif, comme on dit. Alors, pour bien comprendre le sujet et avant de rentrer dans les détails, comment les journalistes, les producteurs travaillent-ils habituellement avec les policiers ou les gendarmes quand il s'agit de les filmer dans l'exercice de leur fonction? Autrement dit, qu'est-ce qu'il est commun? Est-ce qu'il est commun de signer une convention entre journalistes et policiers? Oui, c'est arrivé. Ça arrive depuis des années d'ailleurs. Hein. C'est une pratique assez ancienne. Et j'ai envie de dire que c'est un sens des responsabilités qu'on a chacun. Imaginons qu'on soit dans une affaire de terrorisme, qu'on soit dans une affaire de sécurité nationale ou qu'on tourne dans une prison. Il y a bien sûr des risques à exercer notre métier avec une caméra, à mettre des gens en danger ou à découvrir tout simplement les mesures de sécurité qui sont mises en prison. Donc, dans ce cadre-là, on signe effectivement régulièrement des conventions avec la pénitentiaire, avec le ministère de l'Intérieur, parfois avec la chancellerie aussi pour ne pas faire annuler une affaire judiciaire en cours. Mais ce sont des conventions qui répondent totalement à nos chartes déontologiques. Donc ça ne nous pose pas de problème de les signer. J'allais dire que c'est en tout sens de responsabilité de la part des journalistes et de la part des institutions. Sauf que là, en l'occurrence, la Tribune dit que, je cite, les conventions de tournage établies à l'origine pour protéger la sécurité des personnes ou d'institutions dans des cas très spécifiques, ces conditions sont détournées de leur esprit initial, c'est-à-dire C'est-à-dire que petit à petit, on a le sentiment que des alinéas ont été rajoutés, des chapitres à ces conventions, et dernièrement, effectivement, on a été confronté à une convention qui, par le SICOP, donc le service de communication du ministère de l'Intérieur, qui nous demande que le ministère vise le reportage sur le plan éthique, juridique et déontologique. Ça, c'est l'article 9. Et juste un mot, c'est assez flou. La déontologie de qui? Des journalistes ou des forces de l'ordre? Si un reportage montre quelque chose où on voit les forces de l'ordre ne pas respecter leur déontologie à eux, ça veut dire qu'ils auraient le droit de faire couper la séquence? Justement, c'est pas clair du tout en fait. Cette convention sur les passages entre guillemets sensibles, nous on coupe le son, ça veut dire que le représentant du ministère n'entend pas le reportage, mais on se met juste d'accord sur le floutage ou de certains documents ou de certains visages pour que ces personnes ne soient pas mises en danger. Et qu'on soit clair, ces visionnages techniques, ça consiste à montrer quelques petits extraits du reportage uniquement sur les éléments floutés pour qu'on soit bien d'accord sur la qualité du floutage ou des choses comme ça. Mais les services de communication des différents ministères n'écoutent pas nos commentaires, ne regardent pas nos reportages en intégralité, ne demandent pas à viser le reportage avant diffusion et donner l'autorisation d'une diffusion. Ce qui là, dans cette convention, est écrit clairement. C'est ça que nous refusons clairement d'elle. Avec Élise Lucet, on parle de cette convention qui existe depuis quelques années et dont il semblerait qu'il y ait des alinéas qui s'ajoutent mois après mois, charte rédigée par le service de communication de la police, le SICOP, et qui doit être signée avant chaque tournage quand ils mettent en cause, en œuvre, en image des policiers et des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Élise Lucet, cette convention n'est pas nouvelle, elle daterait de 2017. Selon le site de l'Observatoire des médias, c'est assez flou, on n'arrive pas à connaître les chiffres très précis. Vous savez si elle a déjà été signée par les deux parties depuis cette année-là? Pardonnez-moi, mais moi, je ne sais pas si elle existe depuis 2017. En tout état de cause, je l'ai vue pour la première fois il y a seulement 15 jours. C'est ça le problème, si vous voulez, que le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, que le ministère de la Justice aujourd'hui se sentent autorisés à nous proposer une convention où on dit clairement que des agents du ministère, en l'occurrence du service de communication, vont viser nos reportages sur le plan éthique, juridique et déontologique. C'est ça qui va pas. Et que très clairement, l'intrusion de ces institutions dans la manière dont nous devons réaliser librement et en toute déontologie nos reportages s'arrête. Ça n'est plus possible, ça n'est pas possible. Alors je dois dire que nous avons évidemment contacté le SICOP pour en avoir le cœur net et selon l'expression consacrée, ils n'ont pas souhaité réagir. La tribune a été publiée samedi, je le rappelle, jour de manifestation pour protester contre la proposition de loi dite sécurité globale. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que vous vous êtes dit, vous les signataires, tiens, le moment est porteur?
C'est-à-dire que c'est un concours de circonstances, parce qu'effectivement, on a vu apparaître cette convention dernièrement, mais oui, le contexte est là. Quand vous avez un article 24 dans la loi de sécurité globale qui, à un moment, dit qu'il ne faut pas, effectivement, porter des préjudices physiques ou moraux à des policiers, c'est extrêmement difficile à évaluer. Donc on sent, si vous voulez, en tout cas, nous, la profession, on a senti aussi que dans cet article 24, il y avait une possibilité d'entrave à la réalisation de notre métier sur le terrain. Et donc ça, bien sûr, a joué dans le fait qu'à un moment, toute la profession se soit mobilisée. Là, par l'intermédiaire de cette convention, on dit maintenant, stop, ça n'est plus possible, on ne peut pas se soumettre à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire notre métier en toute liberté, ne pas avoir d'entrave par rapport à ça, et le faire en toute conscience par rapport aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est important, ils ont le droit à une information libre.